Je vous propose que nous passions à la restitution du premier atelier qui s'intitulait « Assurer la continuité de la chaîne de déplacement » et je demande à Serge Zakharevitch d'assurer le rôle toujours difficile de rapporteur, et d'autant plus qu'il va le faire brillamment en 5 minutes. L'exercice n'est effectivement pas des plus simples, Jérôme. Assurer donc la continuité de la chaîne de déplacement était l'objet de l'atelier numéro 1. Pour ce faire, 2 expériences très intéressantes nous ont été présentées. La première émanant de la région Haute-Normandie, la seconde du SMTCO, syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise. La région Haute-Normandie a regroupé les 15 autorités organisatrices de transport régionales ainsi que la SNCF pour procéder à la mise en place d'une chaîne de transport intégrée. L'on parle alors d'intermodalité. Cette chaîne de transport intégrée à l'échelle de la région Haute-Normandie regroupe à la fois une notion de billettique, carte sans contact, une notion de réseautique, et on parlera de portail unique d'information, visant à une interopérabilité de l'ensemble des acteurs. Cet outil, donc développé par la région Haute-Normandie, s'appelle Atomode et sera mis en phase expérimentale dès le début de l'année 2013. Le syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise a eu une approche quelque peu similaire en mettant en place un système intégré à la mobilité de l'Oise, plus communément appelé SISMO. Cet outil a été qualifié d'outil permettant la mobilité courante par référence à l'eau courante. Il faut imaginer l'eau du robinet qui coule, et tant qu'elle coule, tout va bien. Lorsque le robinet est fermé, tout s'arrête. Il en va de même pour la mobilité. Le SMTCO, avant de mettre en œuvre donc son système intégré à la mobilité, a procédé à différentes réalisations. La première consistait en la réalisation d'un système d'information multimodal, information, donc c'est bien son nom, et une centrale de covoiturage. Et enfin, l'outil, le système intégré à la mobilité de l'Oise, permet aujourd'hui donc de permettre l'utilisation d'une billettique intégrant 8 abonnements différents. L'ensemble de ces actions du SMTCO se trouve financé par le versement de la taxe sur les transports issue de la loi SRU. Et donc voilà les 2 éléments essentiels des actions de la région Haute-Normandie et du SMTCO. A été également abordé le groupement d'autorités responsables des transports, le GART, lequel intervient auprès des autorités nationales et a institué une commission en matière de mobilité, laquelle commission a eu pour conclusion d'encourager les syndicats mixtes SRU à l'échelle régionale et fédérer l'ensemble des autres syndicats mixtes de transport à l'échelle SCOT, voire interscot. En conclusion de ce groupe de travail, je dirais que pour assurer la continuité de la chaîne de déplacement, il faut comprendre le lien entre les politiques socio-économiques et l'évolution de la mobilité vers les chaînes de transport, se familiariser avec les tendances et expériences en matière de gestion de la mobilité et du marketing de la mobilité,
avoir une vue d'ensemble de la problématique de l'intermodalité et comprendre sa complexité en faveur d'une mobilité durable. Et enfin, identifier les facteurs et parties prenantes impliqués dans l'intégration en favorisant le développement des syndicats mixtes SRU. Il s'agit donc pour moi à la fois d'un challenge politique, sociologique et technique. Et je crois, Serge, pour ce que j'ai cru comprendre de cet atelier, justement par les deux exemples que tu évoquais, on était dans quelque chose d'un peu informel, où la création d'une structure n'a pas précédé la volonté de faire, avec une logique de chef de file. Le mot important, me semble-t-il, c'était celui de chef de file, pour conduire des démarches, alors qu'effectivement, dans l'Oise, c'est création d'une structure avec une ressource dédiée et qui est porteur. Mais ça montre qu'en tout cas, on peut faire sans que la question de la structure soit posée dès le départ, et on peut quand même initier des démarches qui deviennent des réalités pour les usagers, pour les habitants. Bien sûr. Donc, on va peut-être, je vais interroger par rapport à cette problématique Christophe Porquier, qui représente, qui est vice-président chargé de l'éco-développement et de l'énergie-climat à la région Picardie, sur le regard que l'autorité organisatrice de grande échelle, concernée par l'échelle régionale et même un peu par l'échelle interrégionale, peut porter sur ces questions de coordination des chaînes de déplacement. Oui, merci de me donner la parole à ce sujet-là. C'est vrai que c'est une question qui est très importante pour le Conseil régional. Il y a eu un diagnostic qui a été réalisé à l'occasion des travaux sur le schéma régional des infrastructures de transport, qui mettait en avant justement les questions de l'intermodalité comme une question vraiment stratégique. Elle est stratégique parce que, bon, on ne va pas refaire le débat sur les enjeux climatiques, énergétiques, les problèmes des populations, les besoins des populations auxquels il faut répondre. Donc ça, c'est une question d'intérêt général qu'on va retrouver au cœur des documents stratégiques et de planification que la région elle élabore. Ce sont le SRAT, c'est sur l'aménagement du territoire, c'est le schéma régional climat-air-énergie, où il y a un certain nombre de ces enjeux-là qui sont traités et qui demandent derrière des réponses en termes de politique publique, qui ne sont pas seulement celles de la région d'ailleurs, de notre collectivité, de nos collectivités ensemble, tous ensemble. Et puis c'est un enjeu pour la région en termes justement d'acteurs du transport sur le TER. Aujourd'hui, la continuité, elle doit se faire entre différentes autorités organisatrices de transport, avec les autres régions. C'est pour ça que nous, on a cette réflexion sur les pôles d'échanges multimodaux. Comment des territoires peuvent réussir à se connecter entre eux. Ça, c'est une réflexion au niveau de la région Picardie. Et puis tout un tas d'initiatives qui sont aujourd'hui, qui voient le jour un peu partout sur les territoires, très intéressant sur le sud-ouest amiénois. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que vous n'êtes pas les seuls. C'est qu'il y a des territoires qui réfléchissent à des syndicats de la loi SRU, c'est la Somme, mais c'est l'Aisne également. C'est également des dispositifs sur le covoiturage qui sont mis en place à différentes échelles. C'est également le transport à la demande qui est expérimenté à certains endroits. Et à chaque fois, la région, parfois en partenariat avec l'ADEME ou l'État, accompagne ces dispositifs et les étudie. Alors les questions qui se posent, c'est toujours un peu la poule et l'œuf à un moment donné, et c'est la question, la structure et le projet. Le syndicat de transport, c'est une réponse de structure. Mais après, c'est aussi une question de recette, à un moment donné. Typiquement dans la Somme, et pour répondre à un certain nombre des problématiques qui sont soulevées là, on sait qu'un syndicat, ça va donner je vais donner une fourchette large, entre 1,5 million et 2 millions de recettes. Voilà, on ne pourra pas résoudre l'immensité des problèmes, des questions, des sujets qui sont soulevés aujourd'hui avec ce budget-là. Donc ça décide de se poser en amont, qu'est-ce qu'on veut faire et sur quel sujet on veut travailler, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire sur un territoire. Et une fois qu'on a
je crois que c'est la région de Normandie, un peu, si j'ai bien compris, a un peu procédé de cette façon-là. C'est poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et la question du projet, et ça nous oblige aussi à voir qu'est-ce qui est prioritaire. Parce que la question des problèmes de déplacement auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est 30 ans d'investissement sur un urbanisme adapté à l'automobile, diffus, etc. Donc faire pas machine arrière, mais en tout cas retrouver d'autres modes de déplacement et d'autres modes d'urbanisme va demander aussi des décennies. Donc si on n'hierarchise pas, et si on ne prend pas des priorités pour dire là, c'est sur ce point-là, c'est tel maillon de la chaîne qu'il faut fluidifier, qu'il faut renforcer, de façon à, là, provoquer du rabattement sur le TER, là, à amener un TCSP futur à Amiens, à trouver, à être alimenté à un bout de la chaîne par tel type de nouveau mode de transport, là, à améliorer tel autre type de transport à la demande, ça demande aussi à ce qu'on définisse bien le projet en question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu, pas dans l'expectative, on est acteur aussi de ce débat, mais on attend que l'acte 3 de la décentralisation clarifie un peu les rôles de chacun. C'est vrai qu'il y a quand même un millefeuille sur la question des déplacements, comme sur d'autres sujets, mais sur la question des déplacements, c'est particulièrement vrai. Christian Venable a raison de souligner, là, un lycéen aujourd'hui qui a 15 ans, il s'adresse au conseil général qui vient à Amiens, il habite à Beauvais, il demande au conseil général de l'Oise pour faire son déplacement. Et globalement, la question on peut avoir toutes les stratégies qu'on veut pour mener à bien des politiques de déplacement, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, etc. Si on n'a pas des politiques coordonnées, intégrées sur la question des transports à l'échelle de grands territoires, on n'y arrivera pas. Voilà. Aujourd'hui, ce qui va structurer un certain nombre de nos politiques de transport, ça va être la connexion avec le TER, mais le TER lui-même relié avec des grandes gares intermodales, voire relié au TGV qui donne du sens des fois au niveau d'une région entière, sur une gare TGV, Picardie-Roissy étant un des projets importants. Donc voilà, il faut qu'on puisse à un moment donné coordonner l'ensemble de ces maillons entre eux, le syndicat étant l'un des outils possibles et sur lesquels il faut qu'on travaille dans les mois qui viennent. Sachant qu'on a, parmi les contacts que nous avions pris comme intervention aujourd'hui, on avait aussi trouvé une région où il y a un syndicat sans qu'il lève le VT additionnel, qui est un syndicat simplement d'affirmation de la coordination entre acteurs, et qu'après on est dans un fonctionnement qui est beaucoup plus proche de celui de la Haute-Normandie, en termes de dimension, chef de file sur chacun des sujets. Vous faites référence au Nord-Pas-de-Calais plutôt sur l'Est de la France. Peut-être, avant de passer à une restitution du second atelier, je vais demander à Christian Fabry de me rejoindre. Là, l'atelier 2 était sur la question de l'articulation entre urbanisme et déplacement, et cela à différentes échelles, avec là aussi 2 cas concrets de démarche à restituer. Merci. Oui, articulation, aménagement, urbanisme et déplacement. Alors, évidemment, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, donc ça vaut la peine d'aller regarder sur d'autres territoires. La plus belle, c'est celle de Picardie, quand même. Mais on verra que l'herbe picarde, avec ce qui tombe, elle est pas mal non plus. Développement urbain orienté vers les transports en commun, expérience en Europe et dans le monde. Alors on s'est baladé, on est allé au Japon, on est allé quand même plutôt en Europe. On s'est attardé sur des expériences néerlandaises, allemandes et françaises. L'enjeu, c'est finalement, évidemment, d'aménager en fonction de l'infrastructure lourde. C'est ça qui nous a préoccupé le rail, autour du rail. Avec, derrière la définition d'une telle problématique, je me tourne vers notre universitaire qui se trouve tout là-haut perché, qui nous a fait cette restitution, le corollaire de la problématique, la compacité, le mot fait quand même toujours un peu peur, surtout sur nos territoires, mixité dans l'usage des sols, conception urbaine favorable aux piétons, et évidemment intégrer les aménagements comme des lieux de vie et pas seulement comme des lieux de passage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme expérience là-dessus? Aux Pays-Bas, un truc super, Stedenbaan,
un territoire autour de La Haye, entre Rotterdam et Amsterdam, ignoré par le TGV, tiens, il n'y a pas que nous. 27 gares, un travail d'aménagement assez volontariste, visant notamment, parce qu'il y a aussi des activités qui sont en jeu, mais un objectif de 40% des nouveaux logements pour une période que j'ai oubliée. 40% des nouveaux logements devaient être près des gares. À l'issue de la période choisie, vous vous souvenez de la période que vous nous avez dite ? 2006-2010. C'est très récent, 2006-2010. Résultat des courses, on fait mieux que 40%, on fait 45%. Donc ça veut dire que c'est possible. Si on va du côté de Sarrebruck, opération Banneville, un aménagement là aussi réussi. Manque de peau, inadaptation des trains, le système ne marche pas. Ça veut dire qu'il faut tenir les deux bouts de la ficelle. La question de l'aménagement, la question de l'organisation du transport. Lille, on se rapproche, DIVAT, disque de valorisation des axes de transport. C'est inscrit dans le PDU de 2011. Le SCOT prévoit pour les nouveaux quartiers, les projets urbains, des densités minimales. Donc on voit bien qu'un petit peu partout, cette idée-là fait son chemin, mais nous disent les amis du Sud, et notamment ceux qui sont en charge du contrat de ligne Alès-Nîmes, eh bien que tout ça doit en effet articuler non seulement les politiques d'aménagement et d'urbanisme, mais d'amélioration de la ligne. Alors là, on a une démarche tout à fait originale. Le contrat de ligne n'est pas porté par le conseil régional, ce sont les deux agglos qui ont pris cette initiative. Et là, au travers d'un pôle métropolitain. Au travers d'un pôle métropolitain. Entre Nîmes et Alès. Et ça, c'est, je crois, probablement plus fécond. Alors, ils se tournent évidemment vers la région, qui leur dit, écoutez, moi, j'améliorerai l'offre de transport si vous arrivez à me prouver qu'il y aura plus de personnes qui prendront les trains. Alors, du coup, en effet, on regarde le tronçon entre Alès et Nîmes, et puis on fait un certain nombre de recommandations sur la façon d'aménager, y compris des zones périurbaines et des zones rurales. Certaines d'entre elles ont des croissances de population, si je ne me trompe, de 2,5% par an, ce qui n'est quand même pas simple. Et à partir de là, ils ont un certain nombre d'idées qu'on va reprendre dans les recommandations. Quand je disais que l'herbe est plus verte ailleurs, elle est aussi verte chez nous, parce que curieusement, cette démarche, elle est lancée depuis presque 4 ans maintenant, en Picardie, parce qu'on a la chance d'avoir une étoile ferrée de qualité, des infrastructures qui sont tout à fait intéressantes, et il y a une démarche qui ressemble presque au programme européen qui nous a été présenté. Ça s'appelle AUOR, Aménagement et Urbanisme orienté vers le rail. Et cette initiative a été lancée par l'ADEME, le Conseil régional et l'ADREAL. Elle est portée par l'Observatoire régional des transports. L'ADUGA contribue. Et quand je dis qu'elle contribue, c'est qu'à mon avis, elle va forcément contribuer encore plus, parce qu'il y a des enjeux très très forts sur cette question. Des enjeux et déjà des inflexions. Pourquoi ? On voit qu'à Ailly-sur-Noye, on voit qu'à Poix-de-Picardie, on voit qu'à Montdidier, c'est pas dans l'aire amiénoise, mais peu importe, les PLU sont questionnés par cette démarche. Les PLU sont questionnés et des aménagements de quartiers sont envisagés en fonction de la relation avec la gare. Donc ça veut dire qu'on a aussi une capacité à changer et nos mentalités et nos modes de travail. Alors tout ça nous a amené au cours de cet atelier un certain nombre de recommandations. La première, c'est de construire différemment. Construire différemment, ça veut dire que finalement, est-ce que ce qui doit orienter l'aménagement et l'acte de construire, c'est la pâture disponible que quelqu'un a envie de vendre dans un espace rural? Ou est-ce que ça n'est pas, en effet, la politique de l'habitat qui doit elle-même être questionnée par la politique des transports? Évidemment, vous avez un rôle extraordinaire à jouer en la matière, et les deux intervenants ont insisté là-dessus. Comment articuler les politiques locales de l'habitat et les politiques de déplacement et de transport, et donc d'arriver à se décloisonner. Alors ça amène à se poser la question, certes, des quartiers de gare, mais aussi de la façon d'aller conquérir des friches ou des espaces disponibles, du foncier disponible dans les villages,
équipés de gares, traversés par des voies ferrées, dans un sillon, nous recommandaient les gens d'Alès, de 2 km de part et d'autre. 2 km, c'est ce que les uns et les autres, on peut éventuellement faire en mode doux pour rejoindre la gare, avec bien entendu la question à se poser, faut-il desservir ou pas toutes les gares, faut-il organiser du TAD? Bien entendu, cette question-là reste pertinente. Et en tout cas, ça veut dire, en tout cas, dans l'esprit de nos intervenants, et je fais mienne leurs recommandations, qu'il y a aujourd'hui des initiatives à prendre pour faire vivre cette démarche. Je pense que c'est un bon chantier pour la Duga. Je pense qu'on est tout à fait prêt à l'engager avec vous. Merci. Merci Christian. Mais c'est déjà le cas parce que concernant les friches, je rappelle qu'il y a une étude sur la problématique de la reconversion des friches industrielles où justement, parmi peut-être les plus conséquentes, je veux dire les plus belles, les plus conséquentes en surface, elles sont à proximité, je pense à Ille-sur-Noye, Villers-Bretonneux, à Corbie, 7 hectares à Albert. On a des potentiels considérables. Bien sûr, le premier à avoir déclenché le mouvement dans la région, c'est le maire de Méricourt-l'Abbé, hein, avec des silos qui étaient abandonnés et son projet d'aménager l'espace proche de la gare. Mais si je ne m'arrêtais pas sur cet aspect, c'est bien sûr qu'il est important, mais il n'y a pas que la proximité de la gare qui est questionnée dans cette affaire. Oui. Je veux dire l'immédiate proximité. Oui, tout à fait, c'est plus large. Après, il y a toujours la question du conflit éventuel dans la proximité de la gare entre du développement urbain et justement du rabattement, notamment c'est du rabattement automobile avec la place qui est prise. Enfin, je rappelle que le SCOT est construit sur des gares où on privilégie du développement urbain et du confortement des polarités, et celles où il y a des enjeux urbains forts, où on privilégie plutôt le rabattement du bassin versant sur une échelle un peu large. Eh bien, je crois que quand je disais que l'herbe est bien plus verte aussi sur nos territoires, c'est parce qu'on retrouve des pistes de travail déjà inscrites dans cette voie-là. Donc les élus du SCOT ont bien travaillé. Mais qui ont encore du boulot. Merci Christian. Je ne sais pas si l'un de vous trois souhaite réagir à cette problématique ou si nous passons à la restitution. Alors, le président du SCOT, et qui est en même temps maintenant le représentant de la métropole par du fait du départ de Thierry Bonquet. C'est vraiment en tant que président du SCOT. Bon, moi j'ai été très intéressé par je dirais, l'expérience dans un milieu très rural du NAOT qui s'organise pour, je dirais, optimiser l'utilisation d'un outil qui existe au départ pour le scolaire et pour l'utiliser dans l'intérêt de tous, et donc de l'ensemble des publics. Et je crois qu'on suivra tous de très près, je dirais, la mise en œuvre. Christian a insisté sur la difficulté, mais en même temps, c'est un espoir, parce que ça peut être aussi un exemple. Encore faut-il qu'on étudie l'expérience qui est en train de se mener. Et ça démontre qu'il y a une prise de conscience, je crois, de l'ensemble des citoyens. Et notre rôle a été, y compris avec le SCOT, et je ferai la transition, d'abord une prise collective de l'ensemble des élus, parce que tout à l'heure on disait que les citoyens n'ont pas toujours encore totalement assimilé les évolutions de notre 21e siècle par rapport au 20e. On résume, c'est un schéma, le 20e était celui un peu de la voiture, qui est une forme de question de la liberté, mais sans qu'on ait mesuré les conséquences que ça voulait dire en matière de coût collectif, sous toutes ses formes, d'utiliser donc un outil qui pèse 10 fois plus que la personne transportée, en gros. Bon. Maintenant, il y a un aspect optimisation. Les transports en commun, il ne faut pas non plus qu'il y ait un engin de 10 tonnes qui transporte une personne. Sinon, on retrouvera des rapports, j'allais dire, et donc bien qu'il y ait le côté d'optimisation de tout ça. Mais je faisais la réflexion, pendant que j'écoute aussi le collègue, il y a aussi la prise de conscience que beaucoup de citoyens, aussi beaucoup d'élus, n'avaient pas forcément l'habitude d'avoir. C'est bien un réflexe des coûts, et la réalité des coûts de différents services qu'on met en place, parce que quand on est conscient des évolutions des ressources financières des collectivités, de l'État, on sait très bien qu'à un moment donné, il faudra faire des choix. Et il faut pour cela, pour que les citoyens comprennent les choix, que les citoyens aient une conscience des coûts. Pour un exemple, dans un autre domaine, lorsqu'on s'intéresse à la ressource scolaire, lorsque quelqu'un paye 3 € un repas, il en coûte 10. Moi, je prends un exemple. Quand quelqu'un prend un transport en commun sur la métropole, je connais évidemment un peu mieux,
on sait qu'ils payent entre 10 et 15% du coût réel. Donc si les citoyens n'analysent pas ça, n'en ont pas conscience, ils ont, et c'est naturel, vouloir, je dirais, avoir l'idéal, c'est-à-dire, en gros, d'avoir une ligne de bus qui va passer, s'arrêter devant chez lui et qui va le conduire là où il veut aller, un jour pour faire ses courses, un jour pour aller dans un lieu culturel, un lieu sportif, le lendemain pour le travail. Enfin, et tout ça demande bien, à un moment donné, qu'il y ait des arbitrages. Je relie ça aussi à la réflexion sur Christian. Si on a l'idée qu'un transport scolaire, ça ne coûte rien parce qu'on ne le paye pas, on peut choisir en tant que citoyen de le prendre ou de ne pas le prendre. Je crois que ça, c'est plus tenable. Il faut qu'à chaque fois que les services publics se mettent en œuvre, il y a un contrat entre les usagers du service public et ceux qui le gèrent, car ce n'est pas la même chose de me faire circuler un bus où il y a 50 personnes qui le prennent, en gros le bus est plein, ou s'il y a 5 personnes qui le prennent, et là forcément, le rapport coût par personne transportée, donc le coût rendu du service est exorbitant par rapport aux possibilités financières. Je dis ça parce que c'est véritablement d'abord les élus qui doivent arrêter de penser que tout peut être gratuit. Parfois, dans les discours politiques, ça se trouve encore. Voilà. Parce que de toute façon, le contribuable paye. Et il n'est pas raisonnable de faire payer un service si le service n'est pas réellement utile. Rapport coût, efficience, vraiment, ça me paraît très important que les élus, quelles que soient les choses... Si je viens, je suis désolé, je fais un peu le lien. Quand on dépense de l'argent public, c'est souvent le cas. Pour construire dans les différentes communes ou quand on aménage des zones, il faut qu'on ait une conscience des coûts globaux d'aménagement. D'où le lien entre les aménagements qu'on fait pour urbaniser et l'argent public qu'on dépense pour créer la mobilité. Donc ça me paraît totalement lié, et je crois que c'est heureux qu'on ait mené, nous, une réflexion sur l'habitat, c'était les dernières assises, et puis aujourd'hui, donc la mobilité. Au passage, on me fait remarquer ce midi, c'était une plaisanterie, que faire des assises de mobilité, c'est un jeu de mots amusant, parce qu'on était assis pour parler de mobilité, c'est ce qu'on fait ici, mais ça c'était vraiment pour plaisanter. Mais il y a un lien important, je dirais, une maison justement, c'est un lieu qu'on ne bouge pas facilement, quoi. Donc il faut réfléchir à tout ça. Mais on est parfois debout dans le train à Paris et on va... Oui, alors je pouvais inverser exactement les choses. Et donc, dans le SCOT, et c'est là où je reviens, moi je suis convaincu que le travail que nous avons fait avec les élus est un travail collectif, de réflexion, dans la durée, durant des années, a abouti à écrire un SCOT qui est d'abord, parce que c'est venu des élus et des réflexions de travail collectif, faire prendre conscience de ça. Donc je suis assez optimiste sur la volonté des élus, ce qui est important, parce que, bon, convaincre les citoyens, si les élus ne sont pas convaincus, c'est embêtant. Donc, mais je dis souvent que les élus sont peut-être parfois en retard par rapport à la prise de conscience des citoyens eux-mêmes, sur un nombre de sujets. Et je crois que les citoyens sont convaincus que le coût des transports, les dégâts que ça peut causer, si on utilise un rapport totalement inefficace, ça ne peut pas aller, quoi. Donc ils sont prêts, à condition qu'on leur explique que l'efficacité, enfin l'efficience de ce qu'on met en place. Et donc c'est bien l'enjeu de faire les bons choix. Et pour revenir au syndicat de transport qu'on souhaite créer, soutenu par les différentes collectivités auxquelles elles participent, oui, arrêtons de penser que chacun peut faire ce qu'on veut dans son coin. Et puis je vais me mettre à la place d'un Aménois et du maire d'Amiens. Maire d'Amiens, on est contribuable, on paye l'organisation des transports quand on paye ses impôts au niveau de la région, même s'il n'y en a plus, mais l'État paye rien même. On paye quand on est, je dirais, pour le conseil général, qui organise donc un certain nombre de choses dans l'ensemble du département, et d'une façon, on paye de plus en plus, même si on pense que c'est que les entreprises, on paye aussi pour les transports organisés sur le territoire. Oui, quand quelqu'un va de Doulan ou d'ailleurs, qui vient travailler à Amiens, il peut utiliser... de Doulan ou d'ailleurs, il peut utiliser plusieurs modes de transport. Qu'on ait une coordination, qu'on soit efficace et qu'on ne fasse pas de redondance, qu'on utilise un certain nombre d'outils communs. Je dirais après tout, l'intérêt, c'est que le citoyen, il n'a pas à savoir dans le fond qui organise. Je sais pas ce que dire. C'est pas ça. Il a à savoir éventuellement le coût pour qu'il comprenne ce que les collectivités apportent, mais il ne devrait pas être embêté pour des problèmes de tickets multiples, d'horaires multiples, et tout ça, il faut qu'on l'organise ensemble dans un système, pas pour ta structure, moi je ne suis pas
On peut trouver des solutions, mais des structures qui soient efficaces pour le citoyen. Il faut penser à Monsieur Michu, qui est le mari de Madame Michu. Et ils vont tous les deux d'un point A à un point B. Alors, il est 17h, donc merci Christian, je vais demander au rapporteur, Yannick Paillet, qui a également de l'ADEME, qui a la charge de rapporter l'atelier 3, lever les freins à la mobilité et au changement de pratique. Voilà. Donc un atelier qui s'appuie sur un fil conducteur, une force, qui est de dire, on repart des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Les fondamentaux, c'est la demande de transport. C'est quoi le besoin de transport? Le besoin de Madame Michu, de Monsieur Michu. Ce qui a été développé au cours de l'atelier, j'ai essayé de vous le restituer en 6 points. Premier point, c'est la compréhension des besoins. Effectivement, pour une AOT, comprendre les besoins de déplacement sur son territoire et avoir un vocabulaire commun. Cette fameuse question de l'éducation à la mobilité, Pierre Aden le rappelait, il n'y a effectivement pas dans les cycles de formation jusqu'au lycée d'explication comment fonctionne un système de transport urbain. Mais ça va aussi sur la formation tout au long de la vie. Éric Parmentier, du Conseil général, rappelait tout le travail de formation des travailleurs sociaux pour qu'ensuite, vis-à-vis des allocataires du RSA, il y ait un travail qui puisse diffuser auprès des allocataires du RSA. Et puis, on a aussi évoqué la question des tout-petits, enfin en tout cas des plus jeunes, au travers de l'écomobilité scolaire, par l'association Cap Mobilité, qui fait la promotion des démarches d'écomobilité scolaire pour qu'il y ait des réflexes qui se prennent dès le plus jeune âge. Le deuxième point, il est extrêmement important, c'est contribuer à l'expression des besoins et des attentes des publics, créer des lieux d'échange et en tout cas d'expression du besoin. Et c'est un des premiers rôles des plans de déplacement interentreprises. Alors la communauté de communes le BID Trois-Vallées, pour le compte de la communauté de communes de la Villois et du Vimeux industriel, a mis en place un plan de déplacement interentreprises. Et le premier impact, on le sait, d'un PDIE, c'est de créer un lieu entre des entreprises. Ah, ça tombe bien, mince, au travers du versement transport, c'est elle qui finance les transports collectifs. Alors, créer un lieu d'échange entre la collectivité et les entreprises. Attention, quand je dis lieu d'échange, c'est pas non plus une chambre d'enregistrement de la revendication de l'entreprise qui veut que le bus start numéro 4 passe à tel horaire devant mon entreprise. C'est pas ça. C'est au moins permettre l'expression des besoins, créer un lieu de débat. Et puis c'est aussi, au travers de ce lieu de débat, entendre les préoccupations. Il a été aussi question de la responsabilité juridique. Alors quand je fais du covoiturage, quand je fais un déplacement, enfin quand j'organise un pédibus sur une commune, c'est quoi la responsabilité juridique qui m'incombe, qui incombe à celle de la commune, etc. Donc aussi créer des lieux pour apporter des réponses. Le troisième point que je vous propose, c'est avoir une communication de proximité et puis faciliter l'utilisation des outils portés par les collectivités. Un exemple tout simple, les plateformes de covoiturage, il y en a un nombre considérable en France. Faisons au moins en sorte que celles qui soient utilisées par les citoyens des territoires, ce soit celles portées par les collectivités, puisqu'elles en ont au moins mis en place. Après, il y a un travail de mutualisation qui doit se faire, mais au moins, voilà, travailler sur la question de l'utilisation des outils des collectivités. Et puis le rapprochement d'entre elles. Je le dis parce que nous avons reçu il y a quelques jours un courrier du Pays des Trois-Vallées, au Pays du Grand Amiénois, le Pays des Trois-Vallées ayant une plateforme de covoiturage assez performante à son échelle, et il propose au Grand Amiénois de les rejoindre pour avoir une plateforme commune. Effectivement. Donc nous mettrons ça en débat en bureau du pays. Juste encore sur cette histoire de communication de proximité, les espaces, alors je vais reprendre le terme qui est utilisé, les espaces ressources, mobilité solidaire mis en place par le Conseil général, c'est aussi une réponse, effectivement, à ça, et surtout le travail qui est engagé du coup entre ces espaces et les CCAS, qui sont effectivement des lieux pour faire émerger, en tout cas, les besoins des citoyens qui vivent sur ces territoires-là, qui sont au courant des difficultés de déplacement. Le quatrième point que je vous propose, c'est la mise en place de solutions adaptées et pensées en termes de services. Une plateforme de covoiturage, c'est bien. Une plateforme de covoiturage avec des aires de covoiturage qui permettent de faciliter les
regroupement de ces covoitureurs potentiels, c'est mieux. Et on a de la chance, le témoignage du Pays des Trois-Vallées nous exprimait qu'il y avait bien cette notion de service. Voilà, l'outil informatique, il est bien, Pierre Radin le rappelait, il permet de fluidifier l'information, mais ce n'est pas toujours suffisant. Donc il faut penser en service global. J'aurais pu aussi parler c'est aussi un des objets des espaces ressources mobilité solidaire du Conseil général. Sur la notion « j'adapte à mon public », compte tenu d'un taux d'illettrisme important dans un certain nombre de territoires ruraux auprès des jeunes. C'est qu'est-ce que je mets en place comme solution pour faciliter la lecture d'une fiche horaire, la compréhension d'une fiche horaire, dès lors qu'il n'y a pas les moyens qui sont mis en place. Le 5e point, effectivement, c'est s'appuyer sur l'innovation. Alors on peut parler de tablettes, de smartphones, effectivement, pour dédier des applications spécifiques, pour fluidifier la circulation de l'information. C'est important, oui, en n'oubliant pas que pour autant, ça c'est Éric Parmentier qui le rappelait, les bénéficiaires des RSA sont très peu équipés sur ces NTIC. Et donc l'idée c'est de ne pas oublier des publics et donc faire bien le lien entre NTIC et aussi la simple ligne de téléphone. À Abbeville, c'est une ligne téléphonique qui permet aussi, en plus des applications smartphone, de renseigner les publics. Donc c'est bien important d'avoir ce service. Et dans l'Oise également. Et dans l'Oise également, Monsieur Ferrieux. Pardon d'oublier aussi le témoignage de l'Oise. Et puis, peut-être en dernier point, et ça fait le lien avec une des présentations de ce matin, Nicolas Louvet, qui parlait de l'opération Tester le train, qui pour le compte de la région Picardie, cette opération d'expérimentation et de conseil individualisé, effectivement, expérimenter, on dit des fois essayer, c'est l'adopter. Alors je ne sais pas, mais c'est au moins permettre, au travers de l'expérimentation, le fait d'aller des pratiques un peu plus virtueuses. Alors la région Picardie a une démarche en cours. Les premiers à faire ça en France, enfin un des premiers, c'était la ville de Besançon, au travers d'un programme européen qui s'appelait Ad Personam. Et on voit que le taux de pérennisation, c'est-à-dire ce conseil individualisé, qui va dire, Monsieur Michu, vous avez tel besoin de déplacement, votre arrêt de bus c'est là. Alors on prend un peu les gens par la main, mais si ça fonctionne, après tout, pourquoi pas le faire? Et on lui dit, vos horaires c'est ça. Le taux de pérennisation, c'est-à-dire des gens qui, après l'expérimentation, continuent à utiliser le service, c'est 33% à Besançon. Des services marketing qui permettent d'augmenter de 33% la clientèle d'un service de transport urbain, je pense que ça vaut le coup effectivement d'expérimenter aussi ces solutions-là, que ce soit sur le TER, mais aussi sur le transport urbain, à Métis, ou d'autres, ou conseils généraux, etc., etc. Voilà. Parfait, Yannick. Peut-être justement, dernière prise de parole avant de cette journée, de ces assises. Peut-être justement, Christophe Porquier souhaite nous préciser les démarches qui sont en cours à la région en termes de meilleure connaissance des attentes des usagers potentiels. Enfin, il y a deux démarches. Il y a à la fois une enquête ménage à l'échelle régionale, en quelque sorte, oui. Et puis la démarche marketing que un de nos intervenants ce matin évoquait. Elle a été déjà développée ce matin. Je vais non, il l'a cité parce qu'il est le prestataire, mais son intervention était sur autre chose. Non, mais en fait, c'est 150 usagers du train qui ne sont pas forcément des usagers du train, qui lui proposaient de prendre le train gratuitement, donc pendant une durée de 3 mois. Un mois, voilà, j'étais généreux. pendant un mois, et de pouvoir comme ça avoir un retour un peu qualitatif sur la façon dont ils ont modifié leurs habitudes, dont ils se sont adaptés à de nouveaux modes de transport. Et donc on aura un retour très prochainement sur cette initiative, et puis qui va venir enrichir une étude ménage beaucoup plus large, dont on aura le résultat début 2014 pour l'ensemble du réseau. Mais c'est vrai qu'il faut aussi, là-dessus j'ai peut-être un petit bémol par rapport à ce que disait Pierre Radin, et plus en accord avec ce qui vient d'être dit là, il faut quand même que le transport, ça reste simple. Parler d'un usager stratège des transports, le mot fait un peu peur parce qu'on ne peut pas demander à l'usager d'intégrer à son niveau individuel toute la complexité du système. Il faut que ça soit simple de prendre les transports, que ce soit simple de se déplacer, et puis que l'équation économique elle soit simple à appréhender. À un moment donné, oui, on sait que le véhicule, c'est utilisé 5% du temps et 95% du temps, une voiture, ça reste sur le trottoir. Et cette équation économique-là, elle n'est pas très
la pertinence économique de ce choix, de l'assurance, du temps qu'on passe à tourner pour trouver un stationnement, ou pour aller faire le plein, etc. Tout ça ne rentre pas forcément dans la boucle, et à un moment donné, il faudrait réussir à le faire ressortir aussi, hein, par rapport à d'autres coûts qui sont peut-être pas forcément mis en avant, ou à l'économie de certains coûts, sur la santé notamment. Et ça, il faudrait qu'en un moment donné, on arrive à l'étiqueter, à le flécher, à montrer qu'il y a aussi ce qu'on ne va pas dépenser là, on va le dépenser ailleurs. Et que c'est peut-être comme ça aussi que l'ensemble du schéma peut trouver aussi son équilibre. Mais il faut aussi que ce soit simple. Donc c'est pas facile là-dessus. Et il faut trouver mettre la poire là où on va trouver les bons endroits, les bons mécanismes, là où ça se grippe le plus. Et c'est vrai, d'ailleurs, je crois que dans sa réflexion sur les transports, Amiens Métropole a constaté qu'il y avait certains transports à la demande qui emmenaient à certains pôles, qui du coup amenaient dans le centre-ville, et que tout ça, c'était compliqué. On peut avoir comme ça des espèces de relais intermodaux. Et si on met des ruptures de charge à plusieurs niveaux, à un moment donné, l'usager ne s'y retrouve plus. C'est compliqué. Il faut qu'il puisse aller directement dans le centre-ville, aller directement au centre de formation. Et ça nécessite de vraiment bien connaître les besoins, répondre aux besoins. Et ça, effectivement, ça passe par un certain nombre d'études et par une connaissance fine des territoires, comme celle que vous avez fait dans le sud-ouest amiénois, qui est par rapport à des besoins scolaires, de formation, etc. Et c'est ça qui va aussi alimenter beaucoup notre logiciel et la façon d'y répondre demain. D'accord. Christian Manable, je ne veux surtout pas cantonner le Conseil général dans sa compétence de base, qui est la compétence sociale, comme vous le rappelez souvent, mais c'est vrai que cet atelier s'appelait « Lever les freins à la mobilité ». Et je l'ai déjà ressorti ce matin, mais j'ai été vraiment frappé par un chiffre émanant de l'enquête ménage déplacement, grand territoire, qui était que 71% des demandeurs d'emploi qui n'ont pas de voiture ne cherchent un emploi que dans leur commune d'habitation, dans les communes immédiatement limitrophes, ce qui vient, quand on a une information avec la structure territoriale qui est celle du Grand Amiénois, vient interroger la fragilité sociale qu'évoquait Pierre Radane tout à l'heure. Oui, alors il y a parfois l'absence de moyens de mobilité, mais il y a aussi les mentalités, je crois, des habitants de notre département qui intègrent mal la mobilité. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. J'ai été longtemps prof à un collège de Doulan. À la fin de la troisième, l'orientation choisie par les élèves pour aller au lycée, c'était en fonction des options qui se faisaient à Doulan. Parce que aller à Amiens à 30 km, c'était le bout du monde. Et je faisais aussi en début d'année dans les classes de 5e une enquête pour savoir sur une classe à l'époque qui était moins chargée qu'aujourd'hui, enfin du moins que juste hier, de 25-26 élèves, 50% Doulan n'était jamais allé sur la côte Picarde. Et puis, je crois que c'est lié un peu à notre histoire. Département rural, avec aussi des industries autrefois traditionnelles, où le fils, après la durée de la scolarité obligatoire, avait sa place derrière la machine à l'usine textile, là, à côté de chez lui. Je crois qu'il y a dans les mentalités des Samariens un petit peu cette difficulté, cet obstacle sur tous ces problèmes de mobilité.